Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la cybersécurité. Et ce soir, nous parlons cybersécurité appliquée dans la vie de tous les jours et aux organisations. Et pour en parler, nous recevons pour vous Monsieur Cédric Merlin. Il est expert en sécurité chez MKIS depuis 3 ans déjà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, avec vous, nous allons donc évoquer un sujet qui concerne tout le monde, la cybersécurité appliquée dans la vie de tous les jours. Alors, tout d'abord, quand on parle d'attaque informatique, à quoi doit-on se référer ? Alors, bonjour. Déjà, merci de m'avoir invité. Quand on parle de cyberattaque, on parle de beaucoup de choses. Donc, on peut parler d'attaques personnelles, donc vous comme moi, des personnalités publiques, des présidents, des personnes en fait, des humains, ou des organisations. Donc, ça peut être des entreprises, ça peut être des ONG, ça peut être n'importe qui. En fait, tout ce qui est un système d'information est susceptible d'être attaqué. Alors, ça peut être tout simplement de la récupération de données qui est censée être confidentielle, ou ça peut aussi être des données clients, ça peut être une base de données clients, ça peut être un compte courant, ça peut être une carte de crédit, ça peut être un numéro de téléphone, l'accès au SMS de quelqu'un, etc., etc. Les exemples sont nombreux et je ne peux même pas vous les citer tous. Alors, le mode opératoire des pirates n'est pas le même forcément. Combien de types de pirates nous avons ? Alors, quand on parle de cybersécurité, on catégorise en fait les hackers, ce qu'on appelle des hackers, donc des pirates, en 3 catégories. Pardon. Donc, on va avoir ce qu'on va appeler les black hats, donc les chapeaux noirs, qui eux sont là uniquement pour détruire. Voilà, ils sont là pour vous attaquer, même s'ils ne gagnent pas d'argent, ça ne les regarde pas. Le but pour eux, c'est de vous détruire. Donc, ça va être par exemple par des attaques de type déni de service, c'est-à-dire qu'ils vont attaquer un système d'information jusqu'à ce que ces systèmes d'information ne répondent plus. Je vous prends l'exemple, vous avez une porte. Cette porte, vous souhaitez rentrer dedans. Elle a été conçue pour recevoir 3 personnes en même temps. Et bien, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont envoyer 10 personnes en même temps. Donc, ils vont en envoyer jusqu'à ce que la porte casse. Et dès que la porte a cassé, ils rentrent chez vous. Et c'est exactement la même chose en cybersécurité. Donc, ce qu'ils vont faire du déni de service, ou ça peut être du déni de service, ça peut être plein d'autres attaques possibles, uniquement, soit par ego, soit parce qu'ils ont été payés par une entreprise concurrente, soit ils ont été payés par votre concurrent. Sachez que un pirate se loue sur le dark web, on reviendra dessus après, ce que c'est que le dark web. Un pirate se loue sur le dark web, aujourd'hui, à 650 000 francs CFA. Ce n'est rien, ce n'est pas cher pour quelqu'un qui vous veut du mal. On sait que la motivation des gens peut les pousser à faire beaucoup de choses. Donc, quelqu'un qui souhaite faire du mal à quelqu'un, ça coûte 650 000 francs CFA. C'est aussi simple que ça. Donc, si on n'est pas correctement sensibilisé, on n'est pas correctement protégé, les black hats peuvent nous faire beaucoup de mal. Maintenant, on a aussi les red hats. Les red hats, c'est qui ? Ce sont des gens qui, eux, ils sont entre les deux. C'est-à-dire que si ils ont assez d'argent, ils vont travailler pour quelqu'un. Sinon, ils vont aller voir, par exemple, je prends l'exemple de Google, qui ont une faille, ils vont remonter la faille sans autorisation. Ils vont aller sur la faille, trouver la faille et remonter la faille à Google. Et dans ces cas-là, si Google décide de les payer, tant mieux. Si Google décide de ne pas les payer, ils vont prendre la faille et la publier sur le dark web. Et là, tout le monde a accès et du coup, tout le monde peut faire du mal. Donc, eux, ils sont un peu dans la ligne entre les deux. Donc, ils peuvent être du black, du white, peu importe. Et maintenant, on a les white hats. Donc, nous, notre entreprise MKIS fait partie de ce qu'on va appeler les white hats, c'est-à-dire les chapeaux blancs. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est quoi ? On va venir voir une entreprise ou une personnalité. On va lui dire, écoutez, nous, on peut vous aider à vous protéger de tout ce qui est attaque informatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voici votre système d'information. Vous nous donnez l'autorisation officielle, avec un contrat entre nous deux, de tenter de casser votre système. Si ça marche, tant mieux. On vous donne des solutions pour vous protéger. Si ça ne marche pas, on trouvera d'autres solutions parce qu'il y a toujours 99% des entreprises sont faillibles. Donc, il y a toujours des solutions. On peut, même si aujourd'hui, il n'y a pas de faille, rien ne nous dit que demain, il n'y en aura pas. Donc, c'est pour ça qu'on va proposer des systèmes de suivi, de conseil, d'audit dans le système d'information. Donc, il y a 3 types de pirates en tout dans les cyberattaques, dans les cybermenaces. Les black hats, les white hats et les red hats. Alors,
Tout le monde peut donc être victime de cyberattaques, toute personne physique ou morale. Et aujourd'hui, le Wi-Fi est entré dans le quotidien des Togolais. On en rencontre un peu partout, les Wi-Fi zones, les Wi-Fi publics. Et pourtant, les utilisateurs s'exposent à ce qu'on appelle le crack Wi-Fi. Alors avant d'en parler, nous allons ensemble sur cet élément. D'accord. De plus en plus de Togolais se connectent au Wi-Fi public. Ces points d'accès à l'Internet, souvent à moindre coût, se trouvent un peu partout. Principal inconvénient pour l'utilisation de ces points d'accès Wi-Fi, la sécurisation du réseau. Le réseau Wi-Fi, c'est un système d'échange de clés et de mots de passe entre un utilisateur qui est authentifié et un autre qui n'a pas le droit. Des man in the middle. C'est un peu un système qui permet en fait à quelqu'un de pouvoir récupérer le mot de passe ou les informations de quelqu'un qui se connecte directement à un Wi-Fi et l'utiliser. Donc lui, il suffit juste qu'il reste des man et des middle, comme ça veut le dire, c'est déjà quelqu'un qui est au milieu de deux choses. Du coup, il est là juste pour pouvoir récupérer l'information qui est transmise lorsque l'utilisateur X se connecte. Par rapport au man in the middle, nous avons l'exemple de la Wi-Fi zone. Donc sur l'interface de la Wi-Fi zone, vous avez le nom d'utilisateur et le mot de passe qui s'affiche. Donc juste en dessous, vous allez voir qu'il y a la liste de tous ceux qui sont connectés au réseau Wi-Fi. Le pirate peut se servir en fait de ces informations-là pour pouvoir usurper ou copier le mot de passe de quelqu'un et se connecter directement. On a aussi un système de défense qui s'appelle le pot de miel. En anglais, c'est le honeypot. C'est un système qui permet en fait de faire croire au pirate qu'il peut s'attaquer directement à un serveur ou à un site. Or, en fait, ce serveur, c'est un peu comme un piège. Le hacker pirate le système et se positionne entre le client et le point d'accès. Lorsque ce dernier reçoit les données, elles sont également envoyées aux cybercriminels. Le brute force, c'est aussi un moyen qui permet aux hackers de pouvoir tenter des milliards de combinaisons en l'espace de 2 heures pour pouvoir trouver un mot de passe. C'est pour ça qu'on conseille à ce que les mots de passe qui doivent être choisis soient des mots de passe assez compliqués, c'est-à-dire des mots de passe contenant des caractères spécifiques, des nombres et des lettres. Et pas juste des mots de passe avec uniquement des chiffres 1, 2, 3, 4 par exemple. C'est déjà un mot de passe par exemple qui est facilement piratable. Le frag attack, c'est un ensemble de failles. C'est des failles qu'on retrouve communément sur les réseaux Wi-Fi. Et on a une faille précisément qui a fait rage en 2022 qui s'attaque directement au serveur, au système et qui les force, qui les oblige à cracher le mot de passe. On a aussi le brute force. C'est un système qui permet aux hackers de pouvoir tenter des milliards de combinaisons en l'espace de 2 heures maxi, histoire de pouvoir trouver le mot de passe. 75% de ces points d'accès sont vulnérables. Ils sont à la disposition des clients dans plusieurs endroits, hôtels, restaurants, aéroports. Le concept est très attractif et permet aux consommateurs d'être connectés même lors de leur déplacement. Pour se protéger, il faut... Je viens de parler des attaques Wi-Fi, mais MKIS vous offre également d'autres prestations comme les sensibilisations, les formations, les tests d'intrusion qui permettent en fait de détecter les failles présentes dans vos entreprises. On a aussi la protection proactive. Mis à part ça, on a aussi les conseils sur les bonnes pratiques et la centralisation des cybermenaces. L'utilisation de l'Internet est aujourd'hui incontournable pour plusieurs personnes. Une utilisation sécurisée permet d'éviter bien de problèmes. Retour sur ce plateau, vous venez donc de le suivre. Aucun utilisateur de Wi-Fi, que ce soit privé ou public, n'est donc protégé. Oui. Alors, la Wi-Fi, il faut savoir un truc, c'est que la Wi-Fi, c'est la technologie la moins sécurisée au monde. Tout le monde peut accéder à un Wi-Fi. Tout à l'heure, dans votre reportage, vous avez parlé d'un type d'attaque qui s'appelle le man in the middle. Alors, je vais vous donner un exemple. C'est quelque chose qui m'est arrivé personnellement. Donc, j'étais en voyage, j'étais à un aéroport. Je ne citerai pas le nom de l'aéroport. J'étais à un aéroport et je n'avais pas Internet dans ce pays-là. Donc, je me suis connecté à la Wi-Fi publique. Donc, la Wi-Fi de l'aéroport. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la Wi-Fi de l'aéroport limite l'utilisation à 1 heure. Donc, moi, mon vol était dans 3 heures. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contourné cette solution. Ce qui s'est passé, parce que j'avais besoin d'accéder quand même à Internet pendant 3 heures. Donc, j'ai contourné leur sécurité pour pouvoir accéder à Internet pendant 3 heures. Alors, c'est parce que je ne suis pas malveillant. En étant malveillant, j'aurais pu aller plus loin et accéder à leur serveur, aller beaucoup plus loin, faire chuter tout l'aéroport qui était là, etc., etc. Donc,
pour vous montrer en fait que même dans des sites aussi sensibles qu'un aéroport, parce que c'est quand même très dangereux un aéroport, même si des sites aussi sensibles qu'un aéroport, j'ai été surpris de voir en fait qu'ils n'ont pas mis des règles basiques de sécurité. On a ce qu'on appelle le WEP, qui est le Weak Encryption Protocol, donc qui est en fait un chiffrement du message qui passe en fait quand on se connecte sur un Wi-Fi. Qu'est-ce qui se passe? On a un terminal et on a ce qu'on appelle un access point. Cet access point, c'est lui qui va vous donner les données. Donc les datas qui vont passer, c'est lui qui va vous les donner. Mais pour ce faire, il faut que vous puissiez lui montrer que vous êtes autorisé à venir dessus. Donc là, je vous donne un cours rapide sur la technologie Wi-Fi. Donc ce qui va se passer, c'est qu'un pirate, donc avec l'attaque Man in the Middle qu'on a vu dans le reportage, il va se placer entre vous et votre access point. Et ce qu'il va faire, c'est, pendant que vous allez échanger avec cet access point, donc vous allez échanger des clés de sécurité, pendant que vous allez échanger cette clé, il va voler l'information, il va la laisser partir. Et à ce moment-là, lui, il va la réutiliser pour se connecter à votre réseau. Typiquement, c'est ce qui arrive avec ce qu'on appelle les Wi-Fi zones. Les Wi-Fi zones, vous me donnez 10 minutes, je vous craque un Wi-Fi zone. Pourquoi? Parce que on se met sur le Wi-Fi zone, il y a une page qui arrive, identifiant mot de passe. En général, c'est le propriétaire de la Wi-Fi zone qui vous donne l'identifiant mot de passe pour que vous puissiez vous connecter. Alors, en tant que pirate, ce que je fais, je me mets en man in the middle, c'est-à-dire je me mets au milieu des deux connexions avec mon ordinateur, je me connecte dessus et j'écoute ce qui se passe sur le réseau. Donc, j'ai vu une capture d'écran tout à l'heure. Donc, sur cette capture d'écran, j'ai bien vu qu'il y avait la liste, en fait, des personnes qui étaient connectées. Et il suffirait au pirate de récupérer une des listes et il se met à la place de la personne. Et il usurpe son identité. Donc, ça revient aussi sur une des failles les plus connues, c'est l'usurpation d'identité, tout simplement. Un exemple, un PDG peut envoyer un mail au directeur administratif financier pour dire « fais-moi un virement vers ce compte-là ». Le DAF, il ne va pas réfléchir. Il va dire « oui, c'est le PDG qui m'a envoyé le mail ». Donc, s'il m'envoie le mail, le PDG, c'est que c'est une bonne chose. Ce qui va se passer, il va faire le virement. Alors, je vous donne un exemple parce que c'est quelque chose qui est arrivé très récemment dans une entreprise que je suivais. Alors, malgré les sensibilisations, malgré les formations, malgré tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on fait dans l'entreprise, ce qui s'est passé, c'est que le PDG, enfin, soi-disant le PDG, a envoyé un mail au DAF pour faire un virement. Ce virement, effectué, a été envoyé à la banque. La banque dit, bah attendez, la somme est trop forte, on ne peut pas faire ce genre de virement. Et c'est la seule raison pour laquelle, en fait, le virement n'est pas passé. Donc, pour revenir, non, c'est la Wi-Fi, c'est le point d'entrée dans une entreprise. Ce que je conseille à mes clients et à toutes les autres personnes, c'est tout simplement, purement et simplement désactiver la Wi-Fi. Purement et simplement. Maintenant, s'ils ne peuvent pas, l'idéal, ce serait de mettre un chiffrement de type WPA3. Donc WPA3, c'est actuellement le système le plus sécurisé sur le Wi-Fi. Maintenant, récemment, on a parlé de frag attacks. Récemment, on s'est rendu compte qu'en fait, sur le matériel, c'est-à-dire le problème ne se trouve plus au niveau du Wi-Fi, mais il se trouve maintenant au niveau des routeurs. Sur le matériel des routeurs qui sont faillibles et qui crachent en fait leur mot de passe quand on le leur demande. C'est même plus le Wi-Fi lui-même qui est faillible, c'est les téléphones. C'est-à-dire que quelqu'un qui a accès par exemple au Wi-Fi, actuellement, vous avez accès à un Wi-Fi, et ben sur la plupart des puces maintenant, des puces Wi-Fi, des téléphones ou de tous les appareils, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où vous allez éteindre votre téléphone, il va lâcher ce qu'on appelle la RAM. Donc il va vider la RAM. Et en vidant la mémoire tampon, ce qu'on va appeler la mémoire tampon, il va laisser traîner les informations de manière non cryptée. Et un informaticien qui est là, un pirate, il va dire « Ah, ça c'est intéressant ». Il va récupérer l'information et la réutiliser. Alors que vous avez cru que vous êtes déconnecté. Hein. C'est fini, vous n'êtes plus là. Mais il va réutiliser cette information maintenant pour faire d'autres choses. C'est-à-dire qu'il va utiliser votre nom, votre identifiant, pour faire plein d'autres choses. Tout ça, ce sont les failles que la technologie Wi-Fi apporte. C'est pour ça que je conseille simplement de désactiver la Wi-Fi. Et si vous êtes obligé de mettre de la Wi-Fi chez vous, je vous conseille de mettre une Wi-Fi cachée. C'est-à-dire, en fait, en informatique, surtout en cybermenace, le zéro risque n'existe pas. Je suis franc avec tous mes clients, le zéro risque, ça n'existe pas. Voilà. Par contre, le but, c'est de diminuer un maximum les attaques. Donc, pour diminuer un maximum les attaques, il faut compliquer la tâche aux pirates. Et c'est pour ça qu'on va créer ce qu'on appelle des réseaux cachés. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez scanner votre Wi-Fi, aujourd'hui, vous allez avoir la liste des Wi-Fi qui est autour de vous. Donc, vous allez avoir Wi-Fi Zone, Wi-Fi Serge, Wi-Fi, etc., etc. La liste de ces Wi-Fi-là, vous allez cliquer dessus. Et vous allez vous connecter. Normal. Maintenant, avec les Wi-Fi cachés, c'est vous qui allez saisir un nom que vous connaissez au préalable et après taper le mot de passe. Ce qui fait que, déjà, c'est un peu plus compliqué pour l'informaticien. Alors, en réalité, il a d'autres solutions pour trouver les Wi-Fi cachés aussi. Une fois que vous êtes
vous avez mis un Wi-Fi caché, il faudrait mettre un mot de passe fort. Le mot de passe fort est très important. On reviendra dessus après avec les attaques, mais un mot de passe de 8 caractères, sans majuscule, sans rien, se craque en 2 heures. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, un mot de passe fort pour sécuriser la technologie Wi-Fi. Voilà. Alors, vous venez donc de le dire, l'usurpation d'identité est l'une des formes de piratage les plus courantes. C'est usuel aujourd'hui, comme vous appelez à Lomé, vous disent que votre père, votre mère a fait un accident, d'envoyer de l'argent. Voilà. Ou quand vous disent que tel membre de votre famille a envoyé votre photo pour vous faire tuer, donc il a envoyé de l'argent. Alors, comment distinguer le vrai du faux dans ce cas-là? Alors, systématiquement, quand vous recevez ce genre de message, je vous conseille d'appeler votre proche directement. Ça, c'est la première chose. Simple, c'est un conseil de bon sens. On appelle le proche, on lui dit, écoute, je viens de recevoir ça, est-ce que c'est vrai? Voilà. Ça, c'est le conseil de bon sens. Maintenant, informatiquement parlant, depuis que je suis à Lomé, depuis qu'on est à Lomé et qu'on est en train de développer l'activité de M-Kiss, on se rend compte que souvent, des clients reçoivent des SMS du genre, des WhatsApp, des messages WhatsApp, du genre, si tu es enfant de Dieu, publie ce message, si tu es enfant de Satan, ne publie pas ce message. Alors sachez que derrière ce genre de message, nous on a analysé ce message. Et sachez que derrière ce genre de message, il y a ce qu'on appelle en fait des malwares. Ces malwares en fait vont servir à quoi? Ils vont servir à récupérer pas mal d'informations sur votre téléphone et à l'utiliser dans le cas d'une attaque d'envergure. C'est-à-dire que on va en faire de votre appareil, de votre terminal, un zombie. Il sera au service du pirate. À partir du moment où vous allez copier ce message et vous allez l'envoyer, ou même cliquer sur le message, votre téléphone devient un zombie. Alors vous verrez aucune différence. Mais le jour où lui, il a besoin de puissance pour attaquer, sur l'attaque des DDoS dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'attaque de la porte où il y a 3 personnes et il envoie 10 personnes, et bien en fait, ces 10 personnes, ce sont vos téléphones qui ont déjà été transformés en zombies. Donc en fait, il va utiliser plusieurs terminaux qui sont là, en attente, et dès qu'il en a besoin, il va activer tout, et il va envoyer toute cette puissance vers un site, vers un serveur, vers une entreprise, et détruire l'entreprise par la même occasion. Donc, pour revenir sur l'usurpation d'identité là-dessus, l'usurpation d'identité en informatique, c'est quelque chose qui est très courant. Alors, ça existe depuis les années 97. Ce qui se passe avec l'usurpation d'identité, c'est que ça se complexifie aujourd'hui. Dans le sens où, en général, quand ton PDG t'envoie un mail et te dit « fais ça », tu n'as pas envie de lui dire non. Tu n'as pas envie de lui dire « qui es-tu », tu n'as pas envie de lui dire ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? S'il n'y a pas de garde-fou, s'il n'y a pas de process défini de sécurité dans l'entreprise, ce qui va se passer, c'est que la personne va exécuter. Je vous dis, on a un type d'attaque en informatique, en piratage, qui s'appelle le social engineering, c'est-à-dire l'ingénierie sociale. On va commencer par le plus bas de l'échelle. En général, c'est la secrétaire de direction. Ou je n'en veux pas au secrétaire de direction, mais c'est juste que c'est les points d'entrée dans l'entreprise. Donc, on va commencer même par les réceptionnistes. Et on va lui envoyer un mail, comme quoi c'est son N+1, donc son responsable, qui lui demande de faire une action. Par exemple, de donner son identifiant mot de passe. Et à travers cet identifiant mot de passe, on va accéder à son ordinateur, sans même qu'elle le sache. Une fois qu'on a accédé à son ordinateur, on va scanner le réseau, on va voir ce qui se passe sur le réseau, on va voir, ok, ah ouais, pas mal, ça c'est l'ordinateur du PDG. Maintenant, on va aller voir le plus proche du PDG, la personne le plus proche, en général le numéro 2 ou le numéro 3 de l'entreprise. Donc, on va voir son DAF ou son DSI, ce qu'on appelle un DSI, directeur des systèmes d'information. On va aller sur son ordinateur. En général, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce sont les ordinateurs des DSI, direction des systèmes d'information, qui sont les moins sécurisés. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Pourtant, ils sont informaticiens, ils savent de quoi on parle. Mais, en général, ils prêchent par ego. Ils pêchent par ego. C'est-à-dire qu'ils se disent, bah oui, eux, ils sont en sécurité parce qu'ils sont bons, parce que ci, parce que ça. Et ils font plus attention à leur sécurité. Et c'est là que les pirates arrivent, en fait, à bypasser leur ordinateur. Donc, une fois qu'on a accédé à son ordinateur, on va lui envoyer un mail au PDG, en tant que cette personne-là, en tant que le DSI. On va lui dire, oui, on s'est rendu compte qu'il y avait une cybermenace, envoie-moi ton identifiant, je vais modifier ton mot de passe. Voilà, tout simplement. Et le PDG va dire, ah oui, ok, attends, je te l'envoie. Il envoie et on a accès identifiant mot de passe du PDG. Ça veut dire qu'on a quoi? On a accès à son compte en banque, on a accès peut-être à son téléphone, on lui demande le code de son téléphone, c'est possible aussi, qu'il le donne. On va accéder à sa boîte mail, etc., etc. Et ça peut être très dangereux pour l'entreprise. Si moi ou un pirate qui est censé accéder à une entreprise a accès à la boîte mail de son PDG, sachez qu'il y a beaucoup de répercussions. Et des fois, ça a poussé à fermer des entreprises. Mais des très grosses entreprises ont été fermées à cause de ça.
Alors en 2020, 17 pays africains ont été victimes de piraterie Mhm. et la rançon s'élevait à 110 millions de dollars. Oui. Alors qu'est-ce qui motive un hacker? Par exemple, la banque A l'engage et le paie pour attaquer la banque B. Ça se passe comment? Alors, clairement, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que, alors, il faut savoir que les pays se lancent aussi dans la course à la cybersécurité. Je pense que vous vous rappelez tous, à l'époque, quand il y a eu la course à l'armement nucléaire, tous les pays développés y ont couru. Aujourd'hui, tout le monde court vers la cybersécurité. Les pays d'où viennent le plus d'attaques, c'est la Chine, Taïwan et tout le reste. Alors, des fois, ça peut être des pays qui payent des hackers, des groupes de hackers, pour attaquer d'autres pays. Exemple, le Maroc avec Pegasus, qui a attaqué la France, qui a attaqué ses alliés, ses ennemis et ses alliés, avec Pegasus, et qui a accédé à leurs messages, à leurs, voilà, bref, des dirigeants, bref. Donc, on sait que ça existe. Donc, les pays qui s'attaquent entre eux en cybersécurité. Maintenant, on va aussi avoir les concurrents, tout simplement. Des concurrents qui ont besoin d'accéder à vos données, qui ont besoin de savoir ce que vous gagnez, qui ont besoin de savoir ce qui se passe chez vous, et qui vont envoyer, par exemple, un employé travailler chez vous, et via ces données utilisateurs, à lui, accéder à d'autres informations. Et c'est pour ça qu'on va, dans une entreprise, on va passer par des systèmes de sécurité basés sur le moindre privilège. Mais on reviendra dessus. Ce qui va se passer, c'est que n'importe qui peut payer n'importe quel hacker. Il suffit d'avoir assez d'argent. Donc personne n'est à l'abri. Concrètement, personne n'est à l'abri. Ça peut être vous, ça peut être moi qui suis ici, je peux me faire pirater. Je ne suis pas à l'abri. Alors, je diminue au maximum ma surface d'attaque. Évidemment, en pratiquant des bons gestes, des bonnes pratiques, j'essaie de diminuer au maximum ma surface d'attaque. Mais personne n'est à l'abri des cyberattaques. Donc, ça peut être juste quelqu'un qui est jaloux, tout simplement. Quelqu'un qui est jaloux, c'est les sorciers des temps modernes. C'est-à-dire que quelqu'un qui est jaloux va dire, ok, lui, il ne me plaît pas, je vais l'attaquer, tout simplement. Ou je vais casser son Facebook, je vais pirater son Facebook, je vais pirater son Instagram, je vais pirater son Telegram, pour voir ce qu'il fait exactement, où est-ce qu'il trouve son argent, où est-ce qu'il trouve ses femmes, voilà. Ça peut être 20 millions de raisons. Et ça se passe très, très, très simplement. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est très simple la cybersécurité. Alors le phénomène coûte très cher. Sûr. Alors le marché que représente la cybersécurité se chiffre au plan mondial à 170 milliards de dollars. Oui. Alors c'est quand même une somme assez colossale. Hein. Oui, absolument. Alors aujourd'hui, la cybersécurité, c'est une mine d'or. Que ce soit pour les entreprises spécialistes en cybersécurité ou pour les personnes, tout simplement, qui sont en train de pirater. Alors, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, ce qu'on va appeler les scripts qui disent. Un script qui dit, qui c'est? C'est un jeune qui touche un peu à l'informatique, qui s'y connaît pas trop, mais qui touche un peu. Et il va aller sur des forums, il va aller sur des groupes de discussion où il y a des vrais pirates, où il y a des vrais hackers, et on va parler de certains outils, il va aller les récupérer, et taper simplement ces outils-là sur Internet, voir ce que ça donne. Et mettre genre l'URL de quelqu'un, l'URL de Facebook par exemple, il va mettre ça, et il va lancer l'attaque. Et souvent, il se dit, ah mais attends, ça marche, je suis trop fort, je suis un pirate. Alors qu'en réalité, il n'a rien fait. Il a juste pris des outils qui existaient, et il l'a utilisé. C'est pour ça que je dis, quand on met une épée dans les mains d'un enfant, il peut tuer des gens avec. Simplement, il faut sensibiliser, former, etc. Parce que c'est une mine d'or. Contrairement vraiment à ce que pourraient croire la plupart des gens, rien n'est sécure. Personne n'est à l'abri. Vous prenez un téléphone, un bon pirate peut craquer votre téléphone en 1 heure. Alors, ça c'est vrai sur Android. Sur iPhone, c'est un peu plus long. Mais en réalité, on peut le faire. Il suffit d'envoyer un SMS. Moi, je vous envoie un SMS, vous cliquez dessus, c'est fini. Donc ça veut dire que tout de suite, là, vous pouvez personnellement pirater les données d'une personne physique ou morale, là, tout de suite. Bien sûr. C'est mon métier, donc c'est normal. Alors moi, je ne le fais pas dans le cadre du chapeau noir, du black hat. Moi, je le fais dans le cadre légal. C'est-à-dire qu'il faut un cadre légal à tout ça. On ne peut pas venir comme ça et puis attaquer une entreprise. Non, il faut un cadre légal. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui doit me mandater, me dire, écoute, je veux que tu testes ma sécurité et que tu me dises, est-ce que je suis sécurisé? Vaut mieux prévenir que guérir. Vous connaissez le fameux adage. Vaut mieux prévenir que guérir. Et pour cet adage-là, c'est important de faire appel à une entreprise comme M-Keys. C'est-à-dire que vous ne savez pas à quel point vous êtes faillible. Vous ne le savez pas. Souvent, même, j'ai des exemples où j'ai des entreprises qui sont piratées depuis 5 ans. 5 ans. Et après, on s'en rend compte. Au bout de 5 ans, on s'en rend compte. Parce que le pirate a été trop gourmand, parce qu'il y a eu des trucs bizarres, ou par hasard, tout simplement. Le gars, il a dit, mais attends, cet ordinateur-là, on ne le connaît pas, il vient d'où? Et là, ah bah oui, bah, on se rend compte. Et là, tout le monde en panique, oui, bah, et on voit que l'ordi existe depuis 5 ans dans l'entreprise. Par exemple. Ça peut être un exemple.
ça peut être, en fait, pour revenir sur vraiment le cœur du truc, c'est que nous, quand on est mandaté pour travailler, c'est comme un maçon. Vous allez appeler un architecte maçon. Il va venir chez vous, il va dire, ah oui, là, les fondations ne sont pas bonnes, là, il faut refaire ça, ça, je pense qu'il faut recasser pour reconstruire, etc., etc. Nous, c'est notre métier. C'est-à-dire qu'on va venir, on va regarder les fondations, on va auditer tout votre système d'information, et on va vous dire, OK, attention, voici les points d'achoppement, voici les problèmes, voici les erreurs, voici ce que vous devez faire. Et une fois qu'on a mis tout ça en place, on établit un rapport. Et dans ce rapport, on donne tous les détails des failles et des choses qu'on a trouvées. Alors, jusqu'à présent, ça ne nous est jamais arrivé d'aller dans une entreprise de ne rien trouver. Jamais. Maintenant, une fois qu'on a trouvé, alors on va les classifier par critique. Donc c'est une faille critique, c'est-à-dire que c'est une faille dont la data qui va sortir de là est très dangereuse. Donc ce qui peut faire tomber l'entreprise, ça peut être un préjudice économique, ça peut être un préjudice de réputation, ça peut être un préjudice. Et en fait, une fois qu'on a fait, on a classifié en fait les failles, on va mettre, c'est du critique, du middle, c'est-à-dire de failles moyen. Ça veut dire que c'est possible, mais c'est complexe. Il faut avoir des vraies compétences pour y arriver. Ou, à la fin, on va avoir des failles low, donc des failles basses. C'est-à-dire, eux, ils sont... Bon, c'est bien de s'en protéger, mais même si ça devait arriver, ça ne crée rien dans l'entreprise. Voilà. Ça, c'est comme ça qu'on va faire. Et une fois qu'on a établi un rapport, l'entreprise décide d'ailleurs de passer par nous pour continuer, pour faire la sécurisation, ou décide de passer par quelqu'un d'autre, ou même par ses employés en interne pour faire de la sécurisation. Et dans ce cas, on les accompagne, et on les forme et on les emmène jusqu'à la fin de la réalisation du chantier. Alors, le 20 août dernier, un hôpital français a été victime de piratage. Oui. Et pendant 2 heures de temps, même le bloc opératoire était dans le noir. Oui. Conséquence, plusieurs morts. Alors, comme l'ont donc montré les récents événements, les cyberattaques représentent aujourd'hui une réelle menace pour les entreprises. 99% des entreprises sont exposées au phénomène, surtout celles qui sont sur Internet. Comment appréhendez-vous cette menace-là? Alors, il y a plusieurs choses à dire. Les gens sont victimes avant, quand on était victime de cyberattaques, on se disait, bon, c'est pas très grave, on a perdu de l'argent, on a perdu. Maintenant, on se rend compte que les cyberattaques commencent à avoir un impact sur la vie des gens. Vraiment, vraiment sur la vie des gens. C'est-à-dire que les gens commencent à mourir avec les cyberattaques. Chose qui n'existait pas avant. Alors, il faut savoir un truc. Pour faire tomber Internet, c'est simple. Internet fonctionne avec 13 serveurs root, ce qu'on va appeler les serveurs root, les serveurs racines. En fait, si ces 13 serveurs tombent, il n'y a plus Internet. C'est déjà arrivé que les 4 tombent et pendant longtemps, on n'a pu accéder à Facebook, Apple, plus personne ne fonctionnait. Il n'y en a que 4 qui sont tombés. Et la plupart des entreprises ne fonctionnaient plus. Pour faire tomber, bon, c'est très difficile de faire tomber les 13. Mais si quelqu'un arrive, un pays, un État, n'importe qui d'ailleurs, il me semblait que Poutine avait menacé de couper Internet au monde entier, parce qu'il peut se le permettre. C'est-à-dire, Internet, c'est quoi? C'est juste des câbles. Hein. C'est juste des câbles qui relient plusieurs personnes. C'est aussi simple que ça. C'est des câbles. Et ces câbles-là, il suffit que quelqu'un ait les coupés, c'est fini. On n'a plus Internet. Donc, aujourd'hui, Internet a un vrai impact sur les gens. Un impact au-delà de l'impact financier, on a aussi un impact sur la santé des gens. Je vais vous prendre un exemple simple. Une entreprise spécialiste, un hôpital. Allez, on prend un hôpital. Ils vont gérer des données clients. Dans cet hôpital, vous allez avoir les maladies des gens. Vous allez avoir les problèmes des gens. Confidentiel. La confidentialité. Le jour où cette entreprise est mal sécurisée et un pirate tombe sur ces informations, c'est terminé. Les informations seront divulguées en ligne. Et ça, donc pour revenir sur le dark web, en fait, le dark web, c'est un endroit où c'est le marché noir, en fait, de tous les pirates informatiques. Que ce soit même nous-mêmes, on est dessus régulièrement pour regarder ce qui se fait, parce qu'il vaut mieux se protéger en sachant d'où vient l'attaque plutôt que de rester en retrait. Donc nous, on est dedans en voyant ce qui se passe. Et quand une information sort, d'ailleurs, c'est un de nos services, c'est-à-dire qu'on surveille le dark web pour que quand un attaque ou une donnée d'une de nos entreprises se retrouve là-bas, tout de suite, on l'achète, on ferme l'information. Et comme ça, l'information n'est pas divulguée. On essaie de protéger un maximum nos clients. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est le marché noir. C'est une sorte de marché noir pour tous les pirates. En fait, c'est un grand endroit. C'est comme Asigame, voilà, où il y a tous les pirates. On se réunit et on voit tout ce qui est sorti, tout ce qui ne sort pas. Et une fois qu'on est là, on sort nos informations, on échange nos informations. Sauf que ce marché n'est sous le contrôle d'aucun pays. Et c'est là où, en fait, il a une force et en même temps un désavantage, c'est que
il est totalement entre les mains d'un informaticien. Et personne ne peut suivre les gens qu'il y a dessus. Ce qui fait que le dark web, toutes les informations des entreprises se retrouvent dessus. Donc quand je prends l'exemple de cet hôpital qui, elle-même, gère des données clients et qui se retrouve à perdre ses données clients, ou, comme vous l'avez dit, un hôpital qui est en pleine opération, on lui coupe l'électricité, il n'a plus de lumière, il n'a plus rien, et on lui dit, écoute, tu dois payer une rançon pour pouvoir déverrouiller la situation. Qu'est-ce qu'ils font la plupart du temps? Ils sont obligés de payer. Alors, la plupart des cyberinformaticiens vont vous dire, non, il ne faut pas payer. Mais 90% d'entre eux payent, contrairement à ce qu'ils veulent faire croire. Il y a une statistique de PwC, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu comme Deloitte, les Big Four, ce sont des entreprises qui font des statistiques dans le monde. Ces entreprises-là ont estimé que la plupart des entreprises qui font face à des cybermenaces, surtout sur les rançongiciels, ce qu'on va appeler des ransomware, finissent toujours pas payés, parce qu'ils n'ont pas le choix. Alors, selon vous, s'il y a demande de rançon, faut-il payer ou pas? Ça, c'est une vraie question. Alors, moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Dans notre entreprise, on estime qu'il y a plusieurs choses. Vaut mieux prévenir que guérir, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vaut mieux prévenir que guérir. Si vous faites appel à M-KISS, il vaut mieux le faire avant l'attaque. Parce que nous, on saura vous protéger avant l'attaque, pendant l'attaque et après l'attaque. Maintenant, avant l'attaque, il faut mettre en place des processus en amont. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une solution qu'on a inventée en interne qui s'appelle la sauvegarde décentralisée et granulaire. C'est une sauvegarde, en fait, de vos données qui fait que même si toute votre entreprise, tout de suite, est cryptée, est bloquée ou a été arrêtée, vos données sont en lieu sûr. Ils ne peuvent pas accéder à vos données. De telle sorte que même si tout est crypté, c'est pas grave, vous formatez et on vous redonne vos données, vous remettez dessus et basta, on avance. Et c'est fini. Nous, c'est la solution qu'on a apportée. Alors, je dis, moi, dans mes clients, je leur dis, ne payez pas. Parce qu'on a une solution pour vous. Maintenant, si vous faites appel à nous pendant l'attaque, on a aussi des solutions. Mais ils ne seront pas aussi efficaces que si on était venu en amont. Alors évidemment, pendant une attaque, il y a des règles de base, c'est-à-dire couper Internet, tout simplement débrancher l'ordinateur du réseau pour circoncire l'attaque, essayer de trouver d'où vient l'attaque, isoler l'attaque. Enfin, il y a plein de solutions pour pouvoir se protéger. Maintenant, on va aussi avoir, après l'attaque, l'investigation. En fait, c'est comme une enquête criminelle. Il faut l'investigation. Il faut savoir d'où vient l'attaque, qui a fait l'attaque, comment s'en protéger, quels sont les impacts de cette attaque. Parce que l'attaque, les impacts de l'attaque peuvent être pas que financiers. Hein. Il n'y a pas que le financier. Il y a la réputation. Il y a le fait que ça peut augmenter le prix de l'assurance, parce que toutes les entreprises sont censées payer une assurance. Et une entreprise qui vient voir un assureur et lui dire écoutez, moi j'ai besoin de me faire assurer, ils vont lui poser la question vous avez déjà été piraté? Oui, j'ai déjà été piraté. Ok, on multiplie votre prix par 3. Tout simplement. Donc c'est ce qui se passe. Et au final, quand on réfléchit à ça, on prend une entreprise A qui s'est fait pirater. Nous, si on était avec elle, en amont, on va faire de la sensibilisation. On va sensibiliser ces équipes et leur dire, écoutez, si vous avez ce genre de choses, voilà comment agir. Si vous avez ce genre de choses, voilà comment agir. Parce que le ransomware, le vecteur premier, c'est les adresses, les mails. Vous recevez un mail d'une personne de confiance, vous croyez que c'est une personne de confiance, vous ouvrez le mail, au final, c'est fini. Il se propage dans tout l'ordinateur, dans toute l'entreprise. Devant moi, c'est arrivé. J'étais avec un client, je discutais avec lui, en face à face, comme ça, comme on est. Puis il reçoit un mail. Ah, c'est mon père, c'est bizarre qu'il m'envoie un mail. Elle trouve ça bizarre, mais elle dit, bon, c'est pas grave en soi, ok. Elle trouve ça bizarre. Bon, déjà, ça m'a fait tilt. Je dis, mais si tu trouves ça bizarre, pourquoi est-ce que tu ouvres le mail? Donc, elle ouvre le mail. Au moment où elle ouvre le mail, elle ouvre une pièce jointe, c'était photo de famille. La pièce jointe s'appelait photo de famille. Alors, elle clique dessus. Et à ce moment-là, tous ces fichiers se cryptent en temps réel. Sous nos yeux, c'était en train d'arriver. Du coup, je débranche l'ordinateur du réseau, je coupe l'ordinateur, j'attends. Sauf que le virus a eu le temps de se propager. Parce que première chose qu'il fait, c'est qu'il attaque les réseaux. Et il passe d'un ordinateur à un autre, d'un ordinateur à un autre. Et en quelques minutes, vous avez tous les ordinateurs de l'entreprise qui sont inutilisables. Et ça, c'est que les ordinateurs. Parce que les ordinateurs, à la limite, c'est pas très grave. Maintenant, les serveurs, les partages réseau, les serveurs de fichiers, tout ça, c'est des choses importantes. Les serveurs web, les serveurs DNS, tout ce qui est dans l'entreprise, en fait, se retrouve entre les mains du pirate. Et il dit, dorénavant, ça m'appartient. Il braque une arme sur vous et vous dit, dorénavant, si vous bougez, on vire tout.
Maintenant, vous me donnez de l'argent et après, je vous laisse tranquille. Justement, en cas d'infection d'un ordinateur par un virus, comment réagir pour éviter le pire? Alors là, vous parlez d'un virus. Parce qu'on peut s'attaquer. Alors, un virus peut s'attaquer à votre parc informatique. Quand le virus s'attaque à votre parc informatique, vous avez plusieurs solutions. Soit c'est un virus simple, pas trop compliqué à gérer. Et dans ce cas-là, bon, bah, voilà, vous lancez un antivirus, il fait le nettoyage, et puis vous utilisez votre ordinateur. Si c'est un malware, bon, il va rester là, il va récupérer un maximum d'informations. Mais en soi, si vous ne faites pas attention, bon, au Togo, il n'y a pas encore beaucoup de personnes qui utilisent des cartes de crédit en ligne. Mais du coup, entre guillemets, ce qui peut être compromis, ça va être des photos, ça va être des documents, ça va être, voilà, ce sont des fichiers qui vont être compromis. Mais une carte de crédit, etc., ne sont pas trop compromis. Donc, il n'y aura pas d'impact financier. Il y aura un impact sur la réputation, la e-réputation. Maintenant, quand on reçoit un virus sur son ordinateur et que c'est un ransomware, donc ça peut être un cheval de Troie, ça peut être un ransomware. Quand vous allez recevoir un ransomware, éteignez votre ordinateur parce que vous n'avez pas de solution. Éteignez votre ordinateur, rallumez-le, débranchez-le du réseau. Comme ça, vous le rallumez, au moins, il crypte que votre ordinateur, c'est pas grave, vous avez juste à le formater et c'est fini. Et vous perdez vos données. Malheureusement, vous allez perdre vos données si vous n'avez pas de sauvegarde. Encore une fois, la sauvegarde décentralisée granulaire, c'est une sauvegarde que nous on propose pour justement mettre vos données en sécurité. Ça peut être des données bancaires, ça peut être des données de l'entreprise, ça peut être des photos, ça peut être tout. Vraiment, on sauvegarde tout. Maintenant, si c'est une entreprise qui est face à ça, alors fuyez. Parce que, je dis ça à moitié, mais en riant, mais ça peut être très dangereux. Dans le sens où, si l'entreprise ne sait pas ce qui lui arrive, ne comprend pas, d'ailleurs, c'est aussi la raison de cette émission, c'est de sensibiliser les gens, c'est que quand ce genre de choses arrivent, vous n'avez pas de solution. Donc, première chose, débranchez le réseau. Coupez le réseau. Après, essayez de comprendre d'où vient l'attaque. Essayez de le circoncire. C'est-à-dire, on le bloque dans un seul endroit et on évite qu'il sorte de là. Et après, investiguez. Et seulement une fois que vous avez compris comment maîtriser l'incendie, que vous allez remettre les ordinateurs sur le réseau. Souvent, les gens se disent, oui, c'est bon, on a neutralisé l'attaque. Ouais, ils rebranchent, l'attaque reprend. Tout simplement parce qu'il y a des virus qu'on appelle des virus polymorphes. Ce sont des virus, en fait, qui, ok, vous avez éteint, ils vont se cacher. Ils sont en veille. Ils sont en veille. Et dès que vous allez rebrancher, ils vont repartir. Et ils vont repartir. Cette fois, première chose qu'ils vont faire, c'est passer par le réseau pour repartir sur d'autres ordinateurs ou d'autres serveurs. Donc, vous comprenez qu'en fait, il n'y a pas une seule règle quand on a une attaque. C'est comme un médecin. Quand vous allez voir un médecin, vous allez lui dire oui, écoutez, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va palper, il va chercher, il va connaître ce qu'on appelle les routes causes en informatique, les raisons principales, en fait, qui ont provoqué votre mal-être. Et il va tester. Il va dire ok, je vous teste avec un Doliprane. Si le Doliprane ne fonctionne pas, on va essayer avec le paracétamol. Ça marche pas, on va essayer de la morphine. Ça marche pas, on va faire une radio. Pour comprendre en fait la raison de ce qui se passe. Et c'est exactement la même chose dans l'informatique. Je prends des exemples comme ça pour que les gens puissent comprendre en fait que dans l'informatique, en fait, c'est comme dans la vie de tous les jours. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils sont tous faillibles. Donc, il n'y a pas une seule méthode. Il y a plusieurs méthodes et dans ces méthodes, il va falloir qu'on en choisisse une. Et dans ce cas, si vous faites l'appel à M6, on est là pour ça. Alors justement, l'Afrique jusque-là est un peu épargnée par les cyberattaques. Alors pensez-vous que cela va durer ou doit-on s'attendre à des attaques prochainement? Alors, je ne pense pas que ça va durer. Parce qu'aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif occidental, l'Afrique est vue comme un continent sous-développé. Ce qui est totalement faux d'ailleurs, soit dit en passant. Maintenant, ce qu'ils pensent, c'est ça. Mais de plus en plus, les gens se réveillent. D'ailleurs, récemment, on a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 17 pays dans l'Afrique qui ont été attaqués par des ransomware. On a eu le Sénégal qui a été attaqué par un virus qui a fait tomber leur réseau télécom, etc., etc. Donc, on se rend compte que de plus en plus... Même le Togo n'est pas épargné. Même le Togo n'est pas épargné. Parce qu'au Togo, il y a eu une chaîne TV qui a été attaquée en novembre dernier. Récemment, en novembre dernier, ils ont eu des attaques informatiques. Donc, en fait, aucun pays n'est épargné. Et tout doucement, ils viennent, tout doucement et régulièrement. Et moi, je vous le dis, cette année, en 2023, d'ici fin d'année, on va en avoir de plus en plus. On va en entendre parler de plus en plus. Récemment, il y a eu le sommet cybersécurité au Togo. Et pendant ce sommet, des choses intéressantes en sont sorties. Et ces choses intéressantes, si on arrive à les mettre en place tous ensemble et à faire élever, on va pouvoir peut-être, comme on est au début,
élever le niveau général de la cybersécurité au Togo et à ce moment-là, se mettre à l'abri de toutes ces attaques et essayer de compliquer la tâche aux pirates. Maintenant, un pirate qui est déterminé, qui a envie de vous faire du mal, de vous nuire, malheureusement, un jour, il finira par arriver à ses fins. Voilà. Alors, dans votre jargon, vous parlez également de tests d'intrusion et de brute force. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est deux choses. En fait, ce sont deux techniques très communément utilisées dans le piratage. Alors, qu'est-ce que le brute force? Le brute force, vous savez, quand vous prenez un téléphone, vous avez envie d'aller dans le téléphone. C'est le téléphone de votre copain ou de votre mari. Vous avez envie d'aller dedans. Vous allez tester plusieurs combinaisons. Donc, sa date de naissance, ça ne va pas marcher. Sa date de, je sais pas, sa date de naissance de sa mère, votre date de mariage, etc., etc. Jusqu'à un moment donné, par hasard, vous allez tomber sur le bon chiffre et vous allez rentrer dans son téléphone. Bon, le brute force, c'est ça. Sauf qu'au lieu d'être fait par un humain, c'est un ordinateur qui le fait. Ce qui fait qu'un ordinateur, il est beaucoup plus rapide qu'un humain. Il va faire 1 million de combinaisons en quelques minutes. Donc, du coup, vous vous rendez compte que si vous n'avez pas de solution correcte pour se protéger de ce genre d'attaque, vous risquez clairement de vous retrouver faillible. Alors, le brute force fonctionne tout le temps. Alors, nous, on a des solutions chez MKIS pour se protéger contre les attaques par brute force. C'est-à-dire que quand tu vas faire une tentative une fois, deux fois, trois fois, on va te bloquer, on va te mettre dans ce qu'on appelle une jail, une prison. Donc, on va te mettre dans une prison pendant 5 minutes. Donc, tu peux revenir essayer. Tu réessayes 3 fois encore, tu pars en prison 10 minutes, etc. Et ça monte crescendo jusqu'à ce qu'on arrive à des heures, des jours. Et ce qui fait que l'informaticien, il est découragé, il n'a pas envie de recommencer. Ça, c'est pour les attaques brute force. Ça va être, par exemple, du craquage de mot de passe Wi-Fi. Ça va être craquer le mot de passe Facebook de quelqu'un. Ça va être accéder à la banque de quelqu'un. Donc, par exemple, je connais son identifiant, donc je vais tenter les mots de passe, ou je ne connais pas son identifiant, mais je vais imaginer son identifiant avec son nom, prénom, ou juste la première lettre de son prénom et le nom de sa famille, etc. etc. Et l'ordinateur va prendre toutes ces combinaisons et il va vous générer plein de combinaisons jusqu'à trouver la bonne. Ça, c'est des attaques brute force. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les tests d'intrusion. Les tests d'intrusion, c'est un service proposé par MKIS. Alors, on n'est pas les seuls, plein d'entreprises le font. Les tests d'intrusion, aussi appelés tests de pénétration, ce sont des tests qui vont être menés en fait sur le système d'information d'un client. C'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, le client va nous demander, écoutez, moi j'ai lancé une application. Mais cette application, mes développeurs l'ont bien développée, mais je ne sais pas si c'est sécure. Donc nous, on va venir, ok, pas de problème, donnez-moi votre application. Donnez-nous un utilisateur dedans. Et nous, on va vous faire le maximum de choses qu'on peut faire juste avec un utilisateur. Alors, c'est déjà arrivé que, par exemple, sur une application de mobile money, qu'on puisse envoyer plus que ce qui est sur le compte, par exemple. Je prends un exemple de quelqu'un qui a de l'argent sur une application de mobile money, qui va envoyer 100 francs à quelqu'un d'autre. Nous, on peut modifier ces 100 francs-là, mettre 1 million, par exemple, et l'autre va recevoir 1 million. Donc, ce sont des exemples comme ça. Et nous, on va dire, voilà, la faille qu'on a utilisée, elle est là, elle est là, elle est là. Donc, faites en sorte que ça n'existe plus, ça n'existe plus, ça n'existe plus. Et ça, c'est notre métier, justement, de protection en cybermenace, de trouver des failles de sécurité dans les applications, dans les systèmes d'information, etc., etc. Alors, on ne propose pas que ça. On propose aussi des systèmes d'infogérance, c'est-à-dire qu'on va gérer votre système d'information et en plus, on va l'héberger sur des serveurs sécurisés. Récemment, le Togo a accueilli son premier data center et idéalement, on souhaiterait aussi héberger nos applications sur ce premier data center parce que ça peut être intéressant d'avoir les données au même endroit, dans le même pays et avoir une surveillance accrue sur le territoire. Voilà, donc le système de test d'intrusion, c'est un principe qui permet en fait de protéger l'entreprise en amont. Il vaut mieux que ce soit nous qui sommes gentils, qui le faisions, plutôt que quelqu'un qui est mal intentionné. Et souvent, même des fois, pendant ces tests d'intrusion, on se rend compte que dedans, en fait, quelqu'un est déjà passé par là. Et là, on s'en rend compte. À ce moment-là, on s'en rend compte. L'entreprise ne le sait même pas. Et c'est là où on dit, ah, attention, vous voyez, ici, quelqu'un est déjà passé par là. Donc, changez vos mots de passe, faites ci, faites ça, faites ça, faites ça. Parce que ça veut dire que potentiellement, la personne est encore là chez vous, alors que vous ne le savez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça qui va donner en fait une puissance à l'entreprise pour pouvoir se protéger contre les futures cybermenaces. Alors, on va diminuer au maximum la surface d'attaque de l'informaticien qui va venir essayer d'attaquer. Alors, Monsieur Merlin, vous êtes expert en sécurité. Vous êtes CEO chez MKIS depuis 3 ans et depuis quelques semaines, vous êtes également installé au Togo. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle et vos missions chez MKIS? Oui, alors chez MKIS, nous sommes une entreprise en fait à taille humaine. On a une succursale qui est en France, avec des ingénieurs de sécurité en France. Et on a décidé, alors c'est vis-à-vis de mon histoire personnelle, j'ai décidé, parce que ma mère était togolaise, et c'est pour ça que j'ai décidé de venir m'implanter au Togo.
Et lorsque j'ai décidé de venir m'implanter au Togo, je me suis rendu compte en fait, qu'il y a une vraie demande sur le marché de la cybersécurité. Parce qu'il y a très peu en fait, d'audits de sécurité menés par des gros groupes, par des grands groupes, par des grandes entreprises sur leur système d'information. Et il y a aussi un manque de compétences sur le territoire. Donc ce que je me suis dit, c'était parti d'un postulat simple. Créons MKIS au Togo. Aussi simplement. On oublie la succursale qui est en France. Enfin, elle existe encore, elle fonctionne en France, il n'y a pas de problème. Mais on va créer une entité à part au Togo. Et cette entité va être en réalité du terrain avec la population locale, les entreprises locales, avec leurs vraies problématiques. Et non des problématiques importées depuis l'Europe, etc., etc. Donc l'idée, c'est aller voir les entreprises, leur proposer un audit, voir ce qu'ils font, voir ce qu'ils proposent, et leur dire, écoutez, nous, on peut vous aider. Notre but, c'est de vous aider. On va vous aider à vous protéger des cybermenaces. Quand les Chinois vont vouloir vous attaquer, ils vont pouvoir voir qu'il y a un pare-feu. Quand les Taïwanais vont vouloir vous attaquer, vous allez voir qu'il y a un pare-feu. Il y a des systèmes de protection qui vont vous aider. Alors, encore une fois, aucune entreprise n'est sécurisée à 100%. Mais nous, on va diminuer un maximum le niveau de risque pour vous protéger. En fait, souvent, des entreprises mentent en disant, oui, on vous assure 100% de sécurité. Sachez que c'est faux. Ça n'existe pas. 100% de sécurité en informatique, ça n'existe pas. Air France se fait pirater. Uber se fait pirater. Plein d'entreprises dans le monde se font pirater. Donc, aucune entreprise n'est 100% sécure. Maintenant, nous, on diminue un maximum la surface d'attaque des cyberattaques. Maintenant, on est une équipe vraiment proche du client, ce qui va nous permettre en fait de comprendre très précisément ce que le client va demander. Parce qu'on a un panel de services qui est assez grand. C'est-à-dire qu'au-delà de la cybersécurité, on va pouvoir former même les informaticiens sur place à faire des audits en interne chez eux, à vérifier leur système, à créer des processus de sécurité, etc., etc. Mais on va pouvoir accompagner l'entreprise en fait dans toutes ces démarches-là en fait pour l'aider dans sa protection et atteindre vraiment un système assez sécure et assez redondant et fonctionnel. Quel parcours pour devenir expert en sécurité? Alors, avant tout, un expert en sécurité, c'est quelqu'un qui aime toucher à tout. Il n'y a pas de spécialité en fait. Il aime toucher à tout. Une faille de sécurité, ça peut être tout simplement une base de données, ça peut être du développement, ça peut être du système, ça peut être du réseau. Il faut vraiment qu'il soit capable de tout toucher. Donc, une fois qu'il sait tout toucher, il va falloir qu'il ait ce qu'on appelle des certifications. Selon moi, en tout cas dans mon entreprise, je ne fais jamais attention au diplôme. Le diplôme ne m'intéresse pas. Parce que la plupart des choses qu'on enseigne à l'école finissent obsolètes quand les gens viennent en entreprise. Donc, c'est totalement obsolète. Pour moi, c'est surtout le goût de l'apprentissage de la personne et la curiosité de la personne qui va l'aider à être bon dans ce qu'il fait. Si on prend quelqu'un qui a plein de diplômes et qui finalement, quand on lui met un ordinateur entre les mains, il ne sait rien faire, ça ne m'intéresse pas. Par contre, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de diplômes, mais par contre a bien bossé, a essayé de chercher par lui-même, a trouvé des solutions, a essayé beaucoup de choses par lui-même, ça va être quelqu'un, un profil intéressant qu'on va former et qu'on va l'aider à progresser, et qu'on va aider à progresser. Quelqu'un comme ça, je vais lui conseiller de faire des certifications internationales, donc des certifications que nous on a en interne, hein, de type CEH, donc Certified Ethical Hacker, qui permettent en fait d'avoir des autorisations légales et la capacité légale d'attaquer des systèmes d'information. Et avec ça, peut être, je prends l'exemple de CEH, mais ça peut être LPIC, ça peut être du MCSA, enfin il y a plein de certifications internationales qui permettent en fait de se former à la cybersécurité. Et je préconise en fait aux gens de se former à ces choses-là plutôt que d'aller à l'école, de dire ouais, on va aller à l'école, tout ça. Évidemment, il faut apprendre les bases à l'école, c'est normal. Mais par contre, dans la cybersécurité, surtout en particulièrement dans la cybersécurité, il faut vraiment toucher à tout. Pas qu'à un seul domaine, mais vraiment tous les domaines de l'informatique, pas qu'un seul. Avez-vous déjà dû faire face à des attaques de grande envergure et si oui, comment avez-vous réagi avec MKIS, bien sûr? Alors, j'ai un client qui est en France, dont je ne pourrais pas citer son nom parce que je ne lui ai pas demandé l'autorisation. J'ai un client en France qui est dans l'événementiel. Et au moment où il devait publier le bulletin d'un événement, je ne peux pas en dire trop parce que ça risque d'être connu, et bah, à ce moment-là, en fait, un de ses employés était malveillant. C'est son employé en fait, qui a les droits dans l'entreprise, était malveillant. Donc ce qu'il a fait, c'est que les datas qui venaient sur l'entreprise, il a ouvert, entre guillemets, c'est une sorte de coffre-fort numérique, il l'a ouvert et il a récupéré toutes les informations. Et à ce moment-là, il a envoyé ça sur un serveur qui était préparé par un pirate en amont. Bon, ça a provoqué des millions d'euros de chiffre d'affaires en baisse. Et le truc, c'est que l'événement a dû être arrêté net
pour pouvoir comprendre d'où venait le problème. La régie était à l'arrêt, les lumières étaient à l'arrêt, enfin tout était à l'arrêt en fait. Parce qu'il a donné toutes les informations de l'entreprise à un cyberattaquant. Maintenant, comment moi j'ai fait face? Alors, il était minuit quand on m'a appelé. On m'appelle, on me dit écoute, voilà. Donc avec mon équipe, on était 7, on est parti sur place. On arrive et on se rend compte en fait que le mec avait installé plein de spots à l'intérieur de l'événement pour faire des relais, ce qu'on va appeler des backdoors. C'est-à-dire, il va installer des portes dérobées en fait dans le système pour pouvoir revenir lui plus tard. Et il avait fait ça en amont, c'est-à-dire il a préparé son attaque. Et quand il est revenu, il a pu accéder à tout ce qui était vendu, tout ce qu'il y avait dans l'entreprise. Donc c'était des petites machines, des petites machines. Il les a placées un peu partout. Et nous, on a réussi à retracer tout ça. Et on les a arrêtés un par un. Mais c'est pas parce qu'on les a arrêtés un par un qu'il n'y en avait pas. Donc du coup, on a demandé malheureusement d'arrêter l'événement, de sortir les gens des salles, de reprendre la main et de faire un par un, par un, par un. Et ça a été une nuit inoubliable. C'est très compliqué. Conclusion, il faut donc se protéger. Bien sûr. Prévenir vaut mieux que guérir. Mais comment? Nous allons tout d'abord suivre ce reportage de Edwige Atakwa-Bassabi et de Sandra Aziagbe. Attaque informatique. Nul n'est épargné. Tout utilisateur de smartphone et d'appareils connectés peut en être victime. Tout d'abord, on a les règles de procédure de changement de mot de passe. Les comptes génériques ne doivent pas exister dans l'entreprise. Tout doit être tracé dans le fameux DICT, qui signifie la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité. Ces 4 éléments nous permettent de protéger au fait le système de l'information. Pour se protéger d'une attaque de cybersécurité, il faut tout d'abord éviter les comptes génériques dans une entreprise. Il est primordial de se protéger et de protéger ses données personnelles au risque de voir ses données exposées. Tout d'abord, bien se comporter face à son ordinateur. Et bien avant ça, il faut éviter d'aller sur des sites un peu bizarres, comme des sites pédopornographiques, comme des sites de paris, foot en ligne, ou plus des sites qui n'ont pas des cartes dedans. Il faut des règles de procédure de changement de code chaque 3 mois. Ce code comporte minimum 8 caractères. 8 caractères, une majuscule au moins, des points, des chiffres. Surtout, ne pas mettre quelque chose en rapport avec soi. Se protéger revient à prendre des dispositions pour conserver ses données personnelles. Très facile de se faire pirater, mais très difficile de se relever après que sa vie privée soit étalée à la place publique. Alors, Monsieur Merlin, il faut se protéger. Des conseils en plus pour se protéger et protéger ses données? Alors, déjà, il faut commencer par éviter les comportements à risque. C'est comme, en fait, souvent, on dit dans le commun des gens, disent que non, les parents disent à leurs enfants, quand tu vas coucher avec un homme, protège-toi, fais attention. Il ne faut pas avoir de comportement à risque. C'est très important. Le comportement à risque, c'est aller sur des sites pornographiques, sans protection. Le comportement à risque, c'est aller sur des sites de publicité sans même le savoir. Le comportement à risque, c'est comme le disait le reportage, aller sur des sites paris en ligne. Le comportement à risque, c'est ouvrir les messages des gens qu'on ne connaît pas. Le comportement à risque, c'est « Oh, j'ai trouvé une clé USB par terre, je veux voir ce qu'il y a dessus. Je mets dans mon ordinateur, piratage. » Le comportement à risque, c'est tout ça. Maintenant, il y a des méthodes simples, efficaces, qui permettent en fait de se protéger et d'éviter en fait ce genre de choses. Je parle du commun des mortels, pas pour les entreprises. Pour le commun des mortels, c'est ne faire confiance à personne sur Internet. Quelqu'un qu'on ne connaît pas n'existe pas. C'est la règle par défaut. Quelqu'un qu'on ne connaît pas n'existe pas. C'est-à-dire que si vous parlez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, dites-vous juste simplement que la personne qui est derrière ça, c'est potentiellement un pirate. Première chose, on ne lui envoie pas ses informations, on ne lui envoie pas sa localisation, on ne lui envoie aucune information relative à soi-même. Aucune. Ça, c'est l'une des règles principales. Maintenant, après, on ne va que sur des sites connus, donc reconnus. Donc, dans le reportage, on parlait de cadenas. Donc, le cadenas, c'est ce qui va prouver que le site est sur HTTPS. C'est-à-dire que le site n'est pas écouté par quelqu'un en man in the middle. Le site n'est pas écouté par quelqu'un en cours. Ce cadenas va vous donner la certitude que personne n'est en train de voir ce que vous faites sur le site. Maintenant, il y a d'autres comportements, mais ça va passer aussi par la sensibilisation des utilisateurs. Donc, pour les entreprises, ça va être la sensibilisation des interlocuteurs. Ça va être la simulation des attaques informatiques.
Donc, dans une entreprise, on va simuler une attaque, comme on fait les exercices incendie. Donc, on va simuler une incendie, et l'alarme va sonner, on va sortir. Et ben, c'est la même chose pour la cyberattaque. On va simuler des attaques. Une fois qu'on a simulé des attaques, on va simuler les potentiels impacts que ça aura. On va cibler une personne dans l'entreprise, on va essayer de l'attaquer, de la pousser à redonner des informations sur l'entreprise. Et tout ça, ça va être dans des campagnes de sensibilisation, de communication et de formation. Voilà. Alors, merci, Monsieur Merlin. Merci. Je rappelle donc que vous êtes CEO à MKIS et c'est une entreprise spécialisée donc dans la cybersécurité qui existe depuis 3 ans en France et depuis quelques semaines à Lomé. Avec vous, nous avons donc parlé de la cybersécurité appliquée dans la vie de tous les jours et aux organisations. Donc, merci et à très bientôt sur Écoutez, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et à plus tard.